ravi de vous savoir très nombreux à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de développement. Voici la une de ce soir. Mauvaise connaissance des marquages routiers, une source de nombreux accidents. Dans ce journal, un expert en conduite routière nous donne les informations nécessaires à la bonne conduite sur nos routes. Et le show des vacances, Révélation Parakou Vacances a déjà démarré et dans un instant, nous aurons le point du deuxième prime de la compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. De nombreux usagers de la route circulent sans savoir ce que signifient les marquages routiers ni leurs prescriptions. Conséquence, ils sont aussi nombreux à commettre des infractions et à causer des accidents sur nos routes. Dans cet élément qui va suivre, retrouvez toutes les informations à savoir sur les marquages de la route. Pour commencer, il faut d'abord savoir que les marquages au sol font partie d'une signalisation. Et les signalisations, c'est l'ensemble du code de la route que tout citoyen doit respecter pour éviter les accidents. Généralement, quand vous trouvez une chaussée revêtue, c'est-à-dire un goudron, vous allez voir que la couleur normale d'un goudron, c'est la couleur noire. Toute couleur étrangère sur le goudron constitue la signalisation horizontale. Maintenant, à chaque marquage que vous retrouvez, vous aviez une prescription. Ça vous donne une indication à suivre. Pour commencer, on peut constater simplement, lorsque vous retrouvez sur une chaussée, la ligne qui subdivise la chaussée en des voies, elle peut être continue comme discontinue. Si c'est une ligne continue, tout usager doit savoir que face à cette ligne continue-là, je n'ai ni le droit de chevaucher la ligne, ni de la franchir, ni d'effectuer un dépassement à la hauteur de cette ligne-là. Mais par contre, quand je me retrouve devant une ligne discontinue, ok, le dépassement est possible. C'est de la même façon, lorsque vous retrouvez les lignes de rive là, qu'est-ce que j'appelle les lignes de rive pour ceux qui n'ont pas eu à faire l'auto-école par le passé? C'est la ligne qui sépare le trottoir de la chaussée. La partie réservée pour la marche des piétons et la partie réservée pour la circulation des véhicules. Donc vous allez constater qu'il y a une ligne qui fait le démarquage de ces deux trucs-là. Certaines fois, ces lignes peuvent être de trois couleurs. Il y a la couleur blanche, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge. Quand vous êtes en face d'une ligne blanche discontinue, ça veut dire, ok, usager, vous avez la possibilité de vous arrêter, de stationner, il n'y a pas de problème. Mais quand la ligne devient continue de couleur blanche, le stationnement est interdit, mais vous pouvez vous arrêter. C'est la même chose avec quand vous retrouvez une ligne jaune discontinue. Elle autorise aussi l'arrêt et interdit le stationnement. Donc la ligne jaune continue et la ligne rouge discontinue se valent. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Il faut reconnaître qu'il y a des chaussées qui comportent des bandes cyclables. Qu'est-ce que nous appelons bandes cyclables? Vous allez vous retrouver généralement sur des chaussées à sens unique comportant au moins deux voies ou trois. Deux parties réservées pour la circulation des véhicules et des camions. Une partie réservée pour la circulation des cyclistes et des motocyclistes. Maintenant, la ligne complètement à droite ou bien la voie totalement à droite, vous allez constater qu'elle est séparée par une ligne continue. Dans ce cas, vous vous retrouvez dans une bande cyclable. Et cette bande cyclable-là, elle est carrément réservée aux cyclistes et aux motocyclistes. Les deux voies restantes, je suis camion, je suis véhicule, j'ai la possibilité d'emprunter cette voie-là. Et tout à l'heure, quand j'expliquais, je vous ai parlé de ce que c'est que la ligne continue. Vous allez voir que les deux voies principales qui sont réservées pour les véhicules et la bande cyclable sont séparées par une ligne continue. C'est-à-dire, tout usager du côté de la bande cyclable n'a pas le droit de traverser la ligne là pour venir sur cette voie-là. C'est quelque chose de très important que les gens doivent savoir. Mais toutes les voies n'ont pas de bande cyclable. Je donne gratuitement mon sang, mais en cas de besoin sanitaire, on me le vend. C'est fréquent d'entendre ces paroles de la part des donneurs. Qu'en est-il réellement et à combien est cédée une poche de sang dans les banques de sang au Bénin? Réponse dans cette interview accordée à la rédaction par le chef service départemental de l'Agence nationale de transfusion sanguine. Nous savons tous que le sang, c'est la vie. Alors, est-ce que la vie peut être vendue? Est-ce qu'on peut acheter la vie? Si le sang est égal à la vie et que la vie ne peut être vendue, ne peut être achetée, ça veut dire que le sang également ne peut en aucun cas être acheté. Ça, c'est la logique, hein? Je m'explique. Lorsque
vous, vous donnez votre sang, comme ça, vous donnez votre sang. Ce sang subit plusieurs processus de transformation, c'est-à-dire est traité. Il y a ce qu'on appelle la qualification biologique. Le sang est traité, préparé pour que ça soit prêt à être utilisé. Il y a des études qui ont montré, et même des études qui datent de beaucoup d'années maintenant, le processus de production d'une poche de sang, c'est autour de 65 000, 70 000 pour produire une seule poche de sang. Mais malgré ce coût de production-là, la poche de sang est cédée à 4 500 francs. Parce que ce sang-là est recueilli dans des poches à sang. Donc, cette poche à sang-là, aujourd'hui, dans le marché, le minimum, c'est 3 500. Ça coûte entre 3 500 et 5 000, selon certaines caractéristiques. Mais l'État a fixé le prix à 2 000 francs comme contribution c'est-à-dire du malade. Et la différence maintenant, c'est l'État qui compte ça en termes de subvention. Les 2 000 francs là, c'est pour en fait acheter le contenant, nous sommes d'accord, qui est la poche de sang. En dehors de ça, il faut reconnaître que pour pouvoir vous transfuser, il faut qu'on connaisse votre groupe sanguin et voir le sang qui est compatible avec votre groupe sanguin. Donc, dès que le malade vient, on lui fait son groupe sanguin pour pouvoir savoir le sang de quel groupe il faut lui donner. Ce groupage sanguin a un coût et actuellement, au niveau de notre structure, c'est à 2 500 francs. Alors, les 2 500 francs de groupage, plus les 2 000 francs que l'État a fixé pour la poche vide, je peux vous rassurer actuellement, pour prendre une poche de sang, le groupage sanguin et autres, c'est à 4 500 francs, pas plus. Et vous repartez même avec votre bulletin d'analyse de groupage. Vous repartez avec ça. Donc, il faut que les gens comprennent que le sang qui est donné gratuitement n'est pas vendu. Le sang ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Le sang est cédé à ceux qui sont dans le besoin. Mais il y a des charges liées à l'attribution de cette poche de sang-là. Et les charges-là, c'est pour l'analyse du groupage sanguin et la contribution du malade pour la poche vide. Mesdames et messieurs, je l'annonçais tantôt, Révélation Parakou Vacances est une compétition organisée à l'intention de la jeunesse de la ville en période des vacances, comme l'indique son nom. Occasion est offerte à ces derniers de démontrer leur talent en chorégraphie islam, en interprétation et miss. L'édition 2024 du concours se déroule au bar Himalaya de la cité des Kobourou. Voici le point du deuxième prime. Le show des vacances dénommé Révélation Parakou Vacances, qui est à sa deuxième édition, se poursuit chaque vendredi soir au bar Himalaya du Parakou. Ce vendredi 12 juillet 2024, c'est le deuxième prime. Dans le volet interprétation, chorégraphie ou encore miss, les candidats ont donc donné le meilleur afin de maximiser leurs chances. Des prestations qui font la fierté des organisateurs. Les candidats se sont améliorés, les miss se sont également améliorés. Et le public qui s'est déplacé, vraiment, le public était débordant. Nous avons reçu beaucoup de personnes, donc je retiens que le résultat est satisfaisant. Alors pour l'étape suivante, nous demandons toujours la mobilisation totale de la population de Parakou, puisque ceux qui viennent, on ne peut pas dire que c'est suffisant. On veut plusieurs personnes pour leur permettre de connaître l'événement. On veut que l'événement soit connu de tous et que l'événement soit une réussite à la fin. Ce deuxième prime a été honoré par un public effervescent et conquis à la cause de l'événement. Les Paraquois ont profité convenablement de la soirée. Ce fut une belle soirée, pleine d'émotions et c'est un concept que j'aime beaucoup. Donc j'encourage l'équipe organisationnelle de continuer et de mettre plus le cap. Tous les candidats qui ont participé à ce spectacle ce soir n'ont pas démérité. Chacun a fait de son mieux pour être à la hauteur de
de la première place, que chacun se donne à fond. À l'assaut de la première place, au terme de cette compétition, chaque candidat met en place sa stratégie en vue de maximiser ses chances. Je vais beaucoup travailler, je vais beaucoup batailler, je ne vais pas dormir pour pouvoir remporter la compétition. Pour pouvoir remporter, bon, je vais trop travailler à la maison, fournir d'efforts et pour pouvoir m'améliorer pour les séances à venir. Révélation Parakou Vacances est une opportunité de distraction saine et de découverte de talents organisée au bonheur de la population de la ville, notamment la jeunesse. Rendez-vous donc vendredi prochain à 20 h pour découvrir de nouvelles performances au Prime 3. Les informations à l'international de ce soir, c'est avec Jonas Obossou, avec l'assistance technique de Rodolphe Yahi. Au rendez-vous de l'actualité internationale de ce jour, on parle de la commémoration du 30e anniversaire de l'attentat à la bombe contre l'association mutuelle israélite argentine AMIA qui a fait 85 morts à Buenos Aires en Argentine. À l'occasion, des proches des victimes sont descendus dans la rue par centaines pour réclamer justice. Pour rappel, le 18 juillet 1994, une camionnette piégée avait explosé au siège de l'AMIA dans le centre de la capitale. Nombre d'entre elles ont brandi les portraits de leurs proches tués et ont déposé une bougie et une rose pour chacun d'entre eux devant le site de l'attentat. 30 ans sans qu'une seule personne réponde de cet attentat, 30 ans que l'État argentin détourne le regard accumulant retard et erreur, a déclaré le président de l'AMIA, Amos Lineski, blâmant un piètre paquet. 3 décennies après l'attentat, nous ignorons encore beaucoup de choses comme le lieu où la camionnette piégée a été assemblée et l'origine des explosifs, a-t-il souligné. Il estime cependant que la responsabilité du Hezbollah et de l'Iran a été clairement établie. Depuis 2006, 8 Iraniens dont l'ancien président Ali Rafsanjani sont recherchés par la justice argentine. Avant l'AMIA, le pire attentat de l'histoire de ce pays, l'ambassade d'Israël à Buenos Aires avait été la cible en 1992 d'un attentat qui avait fait 29 morts et 200 blessés et qui reste lui aussi à ce jour impuni. D'un autre côté, le parquet russe a requis 18 ans de prison contre le journaliste américain Evan Gershkovich. Ce dernier avait été arrêté pour espionnage fin mars 2023 alors qu'il effectuait un reportage à Ekaterinbourg. Une accusation que la Russie n'a jamais étayée publiquement et que lui, sa famille, ses proches et la Maison-Blanche rejettent. Toujours en Amérique, depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump le 13 juillet, de fausses informations concernant les circonstances et la véracité de l'événement ont inondé les réseaux sociaux. Parmi elles, des affirmations ont été largement partagées par des comptes identifiés comme anti-Trump ou libéraux. Selon le Washington Post, cela montrerait la force d'un nouveau mouvement démocrate conspirationniste, les Blue Anon. Dans une vidéo publiée dans un post depuis effacé, une actrice connue pour son rôle dans la série Insecure, produite par HBO, dénonce une mise en scène. J'ai vécu assez longtemps à Harlem pour savoir que les coups de feu ne ressemblent pas à du popcorn qui explose, peut-on entendre dans une republication de la séquence vidéo vue plus de 22 millions de fois sur Ins depuis le 14 juillet. À Amanda Seales d'ajouter « Je pense qu'ils ont fait cela pour montrer sa force par rapport à la fragilité du président Biden ». Mais tout ça ne semble pas arrêter Donald Trump, qui est remonté sur scène ce jeudi, 65 jours après la tentative d'assassinat à son encontre, et a promis une victoire incroyable des républicains à la présidentielle de novembre. Pour finir, plusieurs opérateurs aériens ferroviaires à travers le monde ont annoncé vendredi être affectés par une panne mondiale de Microsoft. Le géant de l'informatique affirme prendre des mesures d'atténuation, tandis que les annonces de retard ou d'annulation de vol se multiplient. L'agence française de cybersécurité, l'ANSSI, affirme qu'elle n'a aucun élément suggérant que cette panne résulterait d'une cyberattaque. C'est tout pour les informations de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Notez qu'à la caméra, c'était Rodrigue Olympio et nous vous souhaitons un excellent week-end en compagnie de vos proches et bien sûr de L2A TV.